Crystal Anne Arensdorf est une jeune femme de 20 ans lorsqu'en juillet 2001, elle va subitement disparaître alors qu'elle se trouvait dans un bar de sa ville. En l'espace de 22 ans, son cas n'a jamais été clairement élucidé, bien que 2 suspects semblent se dégager de cette affaire. Pour tout savoir sur la triste et mystérieuse histoire de Crystal Anne Arensdorf, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo sort le 1er janvier 2023, donc je vous souhaite une merveilleuse année 2023. Malheureusement, moi je commence l'année malade, peut-être que vous l'entendez au son de ma voix, je suis vraiment désolée, peut-être que je ne serai pas vraiment comme d'habitude, mais je tenais quand même à commencer l'année en vous faisant la vidéo. Aujourd'hui, je vous parle d'une histoire qui se passe aux États-Unis, l'histoire d'une femme de seulement 20 ans qui va disparaître et vraiment, même si ça fait bientôt 22 ans qu'elle a disparu, c'est dingue, vous allez voir que l'affaire n'est toujours pas été élucidée parce que clairement, les enquêteurs ont quasiment tout pour l'élucider. Comme d'habitude, avant de commencer la vidéo, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et maintenant, lançons-nous dans la vidéo. Crystal Anne Arensdorf est née le 1er février 1981 aux États-Unis, dans l'état de l'Iowa, dans la ville de Dubuque. C'est une petite ville d'environ 60 000 habitants où se trouvent plusieurs collèges et universités et c'est en fait une ville vraiment destinée à la vie étudiante et les personnes vivant là-bas sont donc en majorité des étudiants. La ville compte alors pas mal de bars, restaurants et magasins en tout genre. Crystal vit dans cette ville entourée de son papa, Rick Arensdorf, et de sa maman, Barb Beam. Elle a aussi 5 frères et sœurs, dont certains sont en fait des demi-frères et sœurs qui viennent de mariages précédents de ses parents. D'ailleurs, parmi cette grande fratrie, Crystal est vraiment proche de sa sœur Jennifer. C'est sa meilleure amie et les 2 filles se disent tout. Plongeons-nous maintenant dans la journée du 3 juillet 2001. À ce moment-là, Crystal était âgée de 20 ans et elle était devenue une femme vraiment aimée de ses amis et était décrite comme une belle personne, gentille, avec un sourire contagieux. Elle a aussi un petit ami qui s'appelle Tim Gerlib et ensemble, ils louaient une maison dans la ville de Dubuque. Donc Crystal restait proche de sa famille, de ses frères et sœurs, de ses parents, mais elle vivait seulement avec son petit ami. Donc le 3 juillet 2001, Crystal va aller chez sa sœur Jennifer parce qu'ensemble, elle devait se rendre chez une amie en commun pour regarder un feu d'artifice local. Le problème, c'est que les 2 filles vont donc prendre la voiture qui appartient à Crystal, elles vont conduire jusqu'à cette amie en commun, mais voilà, à un moment donné, la voiture de Crystal va tomber en panne au milieu de nulle part. Alors, j'ai pas trouvé énormément de détails sur cette panne, mais c'était sans doute un problème de frein. Les 2 filles sont donc toutes les 2 dans la voiture qui ne marche plus et Crystal va dire à sa sœur « T'inquiète pas, je vais appeler Tim, donc son petit ami, et je vais lui demander de venir nous chercher ». Crystal appelle donc Tim, mais voilà, les 2 vont commencer à se disputer, la conversation va devenir de plus en plus animée et finalement Crystal va lui raccrocher au nez en disant qu'il n'avait pas à venir les chercher et qu'elle allait tout simplement marcher. On connaît pas vraiment la raison de la dispute entre Crystal et Tim, mais ça devait être pas très important. Mais voilà, à ce moment-là, Crystal et sa sœur Jennifer vont discuter et Crystal va décider d'appeler l'un de ses amis pour savoir s'il peut venir les chercher. L'ami de Crystal va alors lui dire qu'il est dans un bar avec des amis et qu'il propose d'aller chercher les filles, de les ramener au bar pour continuer la soirée et qu'après ça, il les ramènerait chez elle. Crystal va accepter, mais Jennifer n'avait pas vraiment envie d'aller dans le bar, donc les 2 filles vont discuter et elles vont conclure que Crystal allait suivre son amie et Jennifer allait rester là avec la voiture de Crystal et attendre le dépanneur. Faut quand même savoir que c'était assez inhabituel parce que Crystal ne donnait jamais sa voiture à Jennifer. C'était vraiment sa voiture à Jennifer ou à n'importe qui d'autre. Mais là, elle en avait vraiment marre et elle a dit à sa sœur, écoute, oui, si tu as envie d'attendre ici, vas-y, je te laisse les clés et moi je vais dans le bar, ils me ramèneront après. Quelques minutes plus tard, Crystal et son ami sont arrivés dans un bar appelé le Knickers Saloon, se situant au coin de la 22e rue et de l'avenue Centrale. C'est en fait un bar et grill de motard qui a d'ailleurs été construit 20 ans plus tôt en 1981, l'année de naissance de Crystal. Une fois au bar, Crystal a rejoint les autres personnes qui étaient avec son amie qui l'avait emmenée et le plan était qu'après, ils devaient tous rentrer à East Dubuque, là où justement Crystal habitait et par la même occasion, ils l'auraient pris avec eux. Le truc, c'est qu'à un moment donné, tous les amis ont fini par rentrer chez eux à East Dubuque
Mais Crystal, elle, est restée au bar. Elle est restée avec le barman qui s'appelle Robert F. Mutz, qui lui a justement permis de consommer de l'alcool sans même avoir la limite d'âge qui est 21 ans. Alors je précise que ce barman en question, c'était un ami de Crystal, donc si elle a voulu rester avec lui, c'est parce qu'elle le connaissait. Et s'il lui a vendu de l'alcool, c'est parce qu'ils se connaissaient et qu'il a voulu lui faire une faveur. Mais malgré tout, eh bien, c'était illégal, Crystal n'avait pas 21 ans. Le nouveau plan était donc qu'à la fermeture du bar, entre 2h et 2h30 du matin, le barman, Robert ainsi que Crystal se partagent un taxi parce qu'ils devaient tous les deux aller à East Dubuque. Crystal parce qu'elle y habitait et Robert parce que sans doute il voulait aller dans un club de striptease qui se situait justement là-bas. Les heures vont alors passer et Crystal va boire de plus en plus. On sait qu'entre 2h et 2h30 du matin, elle va appeler Tim, son petit copain, mais il n'a pas répondu. Quelques minutes plus tard, Tim va à son tour rappeler, donc Crystal lui avait téléphoné avec le téléphone fixe du bar et Tim va juste rappeler pour savoir où est Crystal. Et là, c'est Robert, le barman, qui va décrocher. Il va dire à Tim que oui, Crystal est toujours dans le bar, qu'il va la chercher pour qu'elle puisse lui parler au téléphone, mais avant ça, il va le rassurer en disant « T'inquiète pas, on a prévu de prendre un taxi ensemble, elle n'est pas toute seule. » Mais voilà, quand Robert va chercher Crystal dans le bar, il ne va pas la trouver. Ça faisait en fait quelques minutes qu'il était occupé à faire la fermeture du bar et il n'avait pas vraiment fait attention à elle. Il y avait encore plusieurs autres clients et lui était occupé à nettoyer les verres. Il était vraiment dans son travail et donc il n'avait pas tout le temps regardé après Crystal. Il va alors dire à Tim, qui est toujours au téléphone, qu'il va aller chercher après Crystal parce que oui, lui aussi il est un petit peu inquiet et il aimerait bien la trouver. Il va alors se balader dans le bar à travers les clients qui étaient encore là pour essayer de la trouver. Mais voilà, Robert ne va malheureusement pas retrouver Crystal, mais à la place, il va retrouver sur une table son argent ainsi que ses clés. Évidemment, Robert s'inquiète, mais il essaye aussi de relativiser et se dit que peut-être elle est partie en oubliant simplement son argent et ses clés, peut-être qu'elle a trouvé quelqu'un qui pouvait la ramener, peut-être qu'elle a pris un taxi toute seule, surtout qu'elle venait d'appeler Tim, et peut-être qu'elle a été fâchée que Tim ne veuille pas lui répondre. Robert va alors avertir Tim et ensemble ils vont décider d'attendre le lendemain pour vraiment s'inquiéter, même si évidemment tous les deux avaient quand même un peu peur. Mais voilà, le lendemain va arriver et toujours aucune trace de Crystal. Sa famille pensait qu'elle allait au moins retourner chez sa sœur Jennifer pour prendre sa voiture avec elle, mais non, elle avait même pas été la rechercher et ça a vraiment inquiété tous ses proches. C'est donc rapidement que la famille a contacté la police pour signaler la disparition inquiétante de Crystal et ses proches ont alors déposé des affiches avec des photos d'elle dans toute la ville. Jennifer, sa sœur, a vraiment été la plus investie dans cette enquête. C'est elle qui a maintenu le lien entre la police et la famille, qui a rassemblé des bénévoles et qui a aussi parlé à la presse. Évidemment, tous les proches, la famille Crystal étaient à fond dans cette enquête, à fond pour la retrouver. Mais c'est vrai que sa sœur Jennifer était vraiment le visage de cette enquête. Donc, comme je l'ai dit, une enquête a effectivement été ouverte et dans un premier temps, Robert, le barman, a été inculpé pour avoir servi de l'alcool à un mineur. Par contre, et c'est vraiment important de le préciser, Robert n'a jamais été considéré comme un suspect dans cette histoire, bien qu'il soit la dernière personne à avoir vu Crystal en vie. La police a contacté pas mal de clients du bar pour leur demander s'ils se souvenaient d'avoir vu Crystal cette nuit-là dans le bar. Certains diront se rappeler d'elle, par contre, personne ne dira l'avoir vue sortir du bar. Il n'y avait donc aucun témoin, aucun indice, personne l'avait vue sortir et vraiment ça compliquait pas mal l'enquête. La suite se passe 2 semaines plus tard lorsqu'un témoin va appeler en panique la police. Il dira avoir vu un corps flotter dans l'eau du Leisure Lake, un lac qui se situe à tout de même 30 minutes de route de la ville de Dubuque. Les autorités vont se rendre sur place et beaucoup, à ce moment-là, disaient qu'il pourrait s'agir du corps de Crystal. Mais voilà, lorsque les agents de police sont arrivés sur place, ils n'ont trouvé aucun corps, ni même rien qui pouvait porter à confusion. Les agents de police ont mis ça sur le dos d'une fausse alerte ou même d'une mauvaise blague, mais pour certains, peut-être qu'il y avait réellement quelque chose dans ce lac et que peut-être quelqu'un a été averti que la police allait venir et a déplacé le corps. En fait, c'est difficile à savoir s'il y avait vraiment un corps sur place ou non, mais ça reste une possibilité que oui, un corps était bel et bien là. Malgré tout, il faut vraiment se dire que la police a pris cette histoire très au sérieux. En l'espace d'1 mois, ils ont enquêté sur près de 400 pistes, mais aucune n'a mené à quelque chose de concret. Alors peut-être que vous vous demandez si Tim, le petit ami de Crystal, a été entendu par la police, et la réponse est oui.
Il n'a jamais vraiment été considéré comme un suspect, mais pour être sûr, la police a quand même vérifié s'il avait un bon alibi, et évidemment, ça a été vérifié. J'ai pas trouvé plus d'informations là-dessus, mais j'imagine que l'appel qu'il a passé au bar a été retracé et qu'on a pu voir que Tim se trouvait bel et bien dans sa maison à 2h30 du matin. Bon, malgré tout, après quelques mois de recherche, d'investigation, la police va trouver 2 suspects principaux. Il s'agissait de 2 clients qui étaient justement dans le bar ce soir-là. Il s'agit de 2 frères, Stephen Peacock de 27 ans et David Peacock de 34 ans. Malheureusement, nous n'avons pas de photos d'eux. Par contre, on sait que les 2 venaient du Wisconsin et vivaient à Dubuque depuis quelque temps déjà. En fait, si les 2 frères ont d'emblée été vus comme des personnes d'intérêt, c'est parce qu'ils ont été interrogés d'abord comme des simples témoins pour savoir s'ils avaient vu quelque chose. Et les policiers s'étaient rendus compte que pendant l'entretien, ils étaient extrêmement anxieux et que les 2 frères, qui étaient pourtant ensemble au bar, avaient donné des versions différentes. Pas sur des grandes choses, sur des détails, mais malgré tout, ils paraissaient vraiment suspects, vraiment anxieux. Il y avait vraiment quelque chose de bizarre avec eux. En avril 2022, les 2 frères ont alors accepté de passer le test du polygraphe pour prouver leur innocence, mais malheureusement, ça n'a pas vraiment fonctionné pour eux. Tout d'abord, on a Stephen qui, le jour de l'entretien avec les policiers, est arrivé bourré, donc clairement, il ne pouvait pas passer le test du polygraphe, et il avait dit « Désolé, j'étais un peu stressé, j'ai bu quelques bières ». Mais bon, du coup, le test était faussé. Pour ce qui est de David, lui, il a bel et bien passé son test du polygraphe, mais malheureusement pour lui, le polygraphe a dit que ses réponses pouvaient être fausses. Donc clairement, cette histoire de polygraphe, même s'ils ont accepté de le passer, ça les a pas du tout aidés. Et puis, autre chose va paraître bizarre vis-à-vis des 2 frères. On va apprendre que dans les 2 semaines après qu'ils aient été contactés par la police, les 2 frères ont rompu leur bail, ils ont quitté leur travail de couvreur et ont déménagé dans la ville de Mount Horeb au Wisconsin à 1 heure de route de Dubuque. Donc là, clairement, on peut se dire qu'ils ont quelque chose à se reprocher, mais ça s'arrête pas là. La police va voir que dans le casier judiciaire de David, au moment où Crystal a disparu, il était écrit que David était en période de probation pour une condamnation pour possession de marijuana qui datait du 3 avril 2001. Alors, entendons-nous, c'est pas parce qu'il fumait que ça fait de lui un meurtrier, loin de là, mais ça reste un détail dans l'enquête. On sait que la police avait aussi procédé à une fouille de la voiture de Stephen, une GMC Jimmy de 1997. On sait qu'à l'intérieur, ils avaient trouvé des morceaux de cheveux, qu'ils avaient prélevé des échantillons de tissu pour les faire analyser, mais malheureusement, on n'a jamais eu le résultat de cette analyse, mais je pense tristement que ça n'a rien donné. D'ailleurs, la police avait rien contre eux réellement, à part un test du polygraphe un peu foireux, mais ça ne compte pas vraiment comme preuve au tribunal, à part un comportement un peu étrange, à part un gros instinct, la police n'avait aucune preuve contre eux. Tout ça n'était absolument pas recevable au tribunal et donc les 2 frères n'ont jamais été inculpés. Mais l'avenir va venir prouver que ces 2 frères étaient bel et bien des hommes dangereux. En fait, le 28 janvier 2005, donc 4 ans après les faits, David s'en est pris à sa petite amie dans un parking de la ville de Madison, là où ils habitaient. Il l'a en fait forcé à monter dans un camion et l'a battu quasiment à mort, puis l'a abandonné sur le parking. David essayera de se justifier en disant avoir vu sa petite amie en train de le tromper avec un autre homme, qui était devenu fou et que c'était pour ça qu'il l'avait frappé. Son ex-petite amie ira bien évidemment porter plainte contre David et elle dira à la police qu'en plus de s'être fait frapper, David avait essayé de l'étrangler, il avait essayé de la tuer. Donc ici, on n'était pas sur des coups et blessures, on était sur une tentative de meurtre. En février 2005, David va être inculpé et au moins il va être déclaré coupable pour coups et blessures. Mais voilà, il ne va pas aller en prison parce qu'il va être libéré sous caution. Sa caution était de 2000 $ et c'est son frère Stephen qui l'a payé. Sinon, en 2014, ce serait au tour de Stephen d'avoir des problèmes avec la police parce qu'il va être arrêté 5 fois en état d'ébriété. Donc voilà, si on cumule tout ça, on se rend compte que les 2 frères étaient quand même extrêmement suspects dans l'affaire de la disparition de Crystal. Surtout qu'en 2015, le Iowa Cold Case a reçu un message anonyme disant que David et Stephen étaient bel et bien les meurtriers de Crystal et que le soir de la disparition, David avait exceptionnellement pas pris sa voiture mais avait pris la camionnette de sa sœur. On peut se demander pourquoi est-ce que David avait fait ça, est-ce qu'il avait prémédité avec son frère d'enlever quelqu'un, est-ce que c'était une coïncidence ?
on ne sait pas, mais malgré tout, ça vient expliquer pourquoi les prélèvements pris dans la voiture de David n'ont mené à rien. Bon, malheureusement, cet appel anonyme n'a jamais pu être vérifié, donc on ne sait pas vraiment si c'était vrai ou non, mais malgré tout, l'anonyme au téléphone avait expliqué qu'il connaissait très bien David et Stephen et avait d'ailleurs donné à la police énormément de détails sur leur vie actuelle pour prouver qu'il les connaissait bel et bien. Même si l'affaire a eu lieu il y a plus de 20 ans, il faut savoir que beaucoup de gens s'y intéressent encore, et notamment le Iowa Cold Case qui a d'ailleurs en 2020 envoyé leur enquêteur fouiller le sous-sol du Knickers, donc le bar où Crystal avait justement disparu. On n'a pas vraiment plus d'informations par rapport à cette fouille, mais malheureusement je doute qu'ils aient vraiment trouvé quelque chose là-bas. En 2021, la famille de Crystal, qui n'a toujours pas abandonné la lutte pour connaître la vérité, a d'ailleurs érigé un grand panneau d'affichage avec la photo de Crystal en grand où il était écrit « Le moment est venu, 20 ans passés mais pas oubliés ». Alors voilà, même si l'affaire n'est toujours pas résolue aujourd'hui, j'espère qu'un jour elle le sera. Crystal n'a pas pu disparaître juste comme ça et je suis sûre que c'est quelqu'un ou même plusieurs personnes qui l'ont forcé à sortir du bar ou qui ont même profité de son état d'ébriété. D'ailleurs, les deux frères David et Stephen sont évidemment très suspects et je pense sincèrement qu'ils peuvent avoir un grand rôle dans cette affaire. Je me dis aussi, pourquoi est-ce que Crystal a voulu appeler son petit ami Tim à 2h30 du matin? Est-ce qu'elle a voulu l'avertir de quelque chose? Est-ce qu'elle ne se sentait plus bien? Ou est-ce qu'elle était juste un peu trop pompette et qu'elle a voulu l'appeler comme pour s'excuser et que comme il n'a pas répondu, elle a voulu sortir du bar comme pour respirer un peu d'air? Je ne sais pas. Ça reste une possibilité, peut-être qu'elle est partie d'elle-même du bar et que c'est une fois dehors que quelqu'un s'en est pris à elle, ou peut-être que quelqu'un l'a fait sortir du bar parce qu'il voulait s'en prendre à elle. Il reste encore énormément de questions dans cette affaire, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et quelles sont vos théories. N'hésitez pas en tout cas à mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a intéressé, à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite encore une fois une très bonne année 2023 et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!